dit, ne fonctionnait pas non plus. Alors, autant on a envie de dire prendre en compte cette question autour d'un accompagnement pensé, réfléchi et aidant, que de se dire on va interdire parce qu'il y a un risque, et du coup, il y a des pratiques, et comme je vous ai dit, ça fait 25 ans que je suis dans le médico-social, donc j'ai vu les histoires un peu évoluer, et j'ai vu des histoires très tristes avant, justement, et j'en ai pas connu depuis 2002. J'en ai connu avant, oui, des histoires qui m'ont plus choqué et qui, pour le coup, ont fait, comme vous dites, en termes de responsabilité, des dépôts de plainte et des choses comme ça. C'est... Comment dire, je crois que, enfin là pour le coup, je parle sous couvert, mais le président de l'AGED accompagne cette question-là, et j'en suis très content, l'a fait vivre. Ce que vous dites, et ça vient dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment aussi la famille est collaboratrice dans le projet de la personne. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait qu'elle se mêle de tout, bien au contraire. Je crois qu'on est parents, on n'est pas toujours les mieux placés pour parler de la vie affective et sexuelle de nos enfants. Par contre, puisque en effet il y a la question de la responsabilité, c'est comment on va leur permettre de collaborer dans cette question-là autour de projets personnalisés, autour de... j'ai entendu parler d'avenants de contrat de séjour, enfin, on appellera ça comme on veut, là, on appelle ça des projets personnalisés. Mais tout en respectant cette question d'intimité. C'est là où c'est compliqué. Je vous rejoins complètement. C'est quand on a eu des personnes qui nous ont dit « ça, moi, je ne veux pas en parler à mon projet ». Parce qu'il y aura ma mère, parce qu'il y aura le moniteur d'atelier de l'ESAT. Non, ça c'est de l'ordre de l'intimité, donc j'applique la clause de confidentialité. Très bien. Et après, on fait comment autour de la question de la responsabilité? Je suis bien d'accord. Mais j'ai entendu tout à l'heure parler de bricolage. Ça me plaît assez finalement, parce que il n'y a pas, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de théorie à mettre en place. Il y a une vigilance, une veillance dans l'accompagnement. J'ai entendu parler d'amont tout à l'heure et d'aval, et je suis bien d'accord. Là-dessus aussi, on n'accompagne pas pour que ça se fasse, on accompagne aussi pendant et après. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte, mais on a encore beaucoup d'années devant nous en termes d'évolution et d'accompagnement. Il y a à travailler sur les formations. Les formations en parlent très peu aujourd'hui. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place, et je trouve qu'on a un bel avenir devant nous dans le médico-social et dans l'éducation spécialisée. Et puis aussi, on a le SAVS et peut nous aider par de projet. Le SAVS, c'est le service d'accompagnement par la vie sociale. On peut même signer un contrat sur nos projets. Et ça, c'est important des projets. Moi, si je peux me permettre, juste une remarque, parce que Jérôme a dit ça très bien. C'est ce que je voulais dire, c'est que même si la responsabilité légale n'est pas la même, puisque Jérôme et Karine ne sont pas en établissement, malgré tout, on a bien vu, d'après ce qu'ils nous ont dit, qu'il y a un accompagnement du SAVS. Ils nous ont parlé de la réflexion qu'ils ont eue sur le fait d'avoir des enfants ou pas. Ils nous ont parlé de leurs difficultés. Ils ont montré combien l'accompagnement était important, combien Karine avait pu aller au planning familial, que Jérôme l'avait accompagné. Donc tout ça me semble important et fait que la part de risque, de toute façon, elle est là, elle est inhérente à la vie humaine et à l'autonomie, hein, sinon on ne sort pas. Et que cette part de risque, elle est gérée, elle est régulée par les interactions dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire aussi bien la famille que les services. C'est vrai que pour la famille, on n'est pas là pour gérer la vie sexuelle de nos enfants, hein, bien sûr, ça, je suis entièrement d'accord. Et du coup, l'intérêt d'avoir des professionnels autour. C'est sûr que la question de l'accompagnement de la parenté ou de la parentalité, c'est un sujet qui est drôlement délicat. Je crois aussi qu'il y a un vrai défaut à l'heure actuelle qui est celui d'une non-éducation ou une quasi-absence d'éducation à la sexualité pour les jeunes personnes et les enfants et les ados.
Et il n'est pas question que toutes les personnes, je ne sais pas quoi, aient des enfants. Par contre, il est quand même question que chacun puisse, au maximum de ses possibilités, et autant que faire se peut, décider et choisir pour soi. Et que ça s'apprend tout petit. On ne l'apprend pas quand on a 30 ans. Enfin, voilà, on peut l'apprendre depuis qu'on est tout petit. Et c'est vrai qu'il y a à l'heure actuelle, un vrai défaut d'accompagnement ou d'éducation à la sexualité pour les très jeunes enfants et les jeunes ados. Voilà. Et que c'est une éducation qui doit durer toute la vie. Voilà. Il y a d'autres questions? Non? Juste faire une remarque. Oui. La sexualité est différente de l'enfantement. On est passé à une autre époque, et c'est vrai pour la population en général, et c'est vrai pour eux aussi. Donc cette peur existe pour des gamins de 14-15 ans dans la population générale. Elle existe pour les personnes en situation de handicap, mais leur vie sentimentale, voire sexuelle, peut être la même que dans la population générale. Nous avons les moyens de donner cela sans risque et avec beaucoup de bonheur. Merci. Voilà, on va s'arrêter là pour l'intervention. Je crois, Jacqueline, c'est toi qui clôt. Alors, tout d'abord, je ne vais pas conclure toute seule. Je voudrais appeler les présidents ou les représentants des associations et peut-être quelques personnes qui ont une trisomie 21 de venir à côté de moi, puisque cette journée leur est dédiée. Oui. Donc, merci à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Jean-Marc et Sonia, qui, sans eux, cette journée n'aurait pas lieu. Et je voudrais les remercier d'autant plus qu'ils nous ont offert une salle absolument merveilleuse, avec des micros pour chacun, et je pense que plusieurs personnes ont pu s'exprimer. Je remercie tous les orateurs et les présidents de séance. Et je voudrais dire que je pense qu'on a établi notre contrat qui était santé et bien-être et permettre de regarder ces deux aspects par différentes lunettes, si on peut dire. Et je pense qu'on a aussi, au-delà des exposés, qui étaient, je crois, très intéressants, eu quelques suggestions que j'ai trouvées très intéressantes, du genre, par exemple, pour les problèmes otorhinaux, des dépistages plus fréquents et demander que les médecins soient au courant. On a demandé que les médecins soient mieux formés. Alors, à vos formations les uns et les autres, et je remercie beaucoup Trisomie 21 France de faire ces formations. Et vous avez entendu, il n'y a pas assez de participation de personnes extérieures aux Trisomie 21 régionales, donc vous pouvez tous y participer. Je voudrais dire qu'il a été demandé, par exemple, que pour les gens qui sont appareillés dans le sommeil, il y ait une demande auprès des fournisseurs d'appareils d'obtenir des visites plus fréquentes, et ça pourrait être les associations qui demandent ça au niveau régional ou au niveau national, qu'il y ait plus de visites pour les personnes en situation de handicap et en particulier trisomie 21 que dans la population générale du genre de ce qu'on a entendu. Et puis sachez que quand on est appareillé, on dort bien mieux, mais aussi la personne qui est à côté de vous dort beaucoup mieux, elle est moins anxieuse et elle se dit rien de grave va se passer. Alors pour les gens en couple, si vous avez des appareillages, eh bien ça sera très bien pour vos compagnes ou vos compagnons. Le dépistage, je crois que ce qui a été dit était très important, et ce qu'il faut retenir au-delà des aspects techniques, c'est le droit de vouloir
ou de ne pas vouloir ce dépistage et le droit d'accepter de ne pas vouloir déterminer le sexe de son enfant, bien qu'on puisse le déterminer, mais de vouloir aussi ne pas déterminer si on a un enfant avec tel ou tel handicap, que ce soit la trisomie 21 ou non. Et je crois qu'il faut vraiment se poser des problèmes éthiques autour de ça. Enfin, toute cet après-midi nous a montré que la vie la plus normale possible est dans leurs mains et nous avons comme seule tâche de les accompagner en ne leur suggérant rien, mais en les écoutant, comme nous l'avons fait pour certaines personnes qui sont intervenues et pour ceux qui nous ont raconté leur histoire. Mais les choses ont beaucoup changé. Je pense qu'on n'aurait pas pu tenir ce discours il y a 20 ans. Néanmoins, il y a des gens qui ont été précurseurs. Je me rappelle un congrès à Rouen sur la sexualité, trisomie 21, il y a au moins 10 ans, et on avait osé. Donc je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sexualité et la parentalité, c'est lié, bien sûr, mais ça peut être délié. Il y a des gens dans la population générale qui ne veulent pas avoir d'enfants. Elles ont des relations amoureuses, elles sont mariées et elles n'ont pas d'enfants. Eh bien, dans la population atteinte de trisomie 21, elles peuvent vivre ensemble dans des conditions normales et les mêmes que pour nous. Et je suis contente d'apprendre qu'il y a maintenant des lits à 240 au lieu de 90, c'est très bien, dans les institutions. Et elles peuvent aussi, pour certains, peut-être demain, décider d'avoir des enfants. La science et la médecine les accompagnera. Il n'y a pas d'objection définitive, c'est à eux de choisir, parce que, comme l'a dit ma fille qui est partie parce qu'elle avait son train à prendre, avoir un enfant, c'est vraiment compliqué. Vivre en couple, c'est déjà pas facile. Avoir un enfant, c'est encore plus compliqué. Donc, je leur laisse leurs paroles, leurs désirs, et merci à tous d'être venus écouter ça.